Mélie et Mélo et on se retrouve pour un tag, ça fait un peu longtemps qu'on n'en a pas fait. J'écoutais le podcast Entre nos pages et je suis tombée sur un tag qu'elles ont fait qui est tiré de PKJ, qui s'appelle Les choix impossibles et donc je l'ai trouvé très sympa et je me dis qu'on pourrait le faire. Ça change des tags de d'habitude et voilà, ça part un peu en débat, choix impossible évidemment. Et voilà, ça peut être très fun à faire et à regarder et à écouter. Donc c'est parti. Votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Alors, il y a plusieurs côtés qui se battent en duel. C'est que mon livre préféré n'existe pas, je n'ai pas de livre préféré. J'en ai plein des préférés en fait, c'est impossible d'en choisir un seul. Donc en soi, s'il n'existe pas, mais en fait, et puis il y a un autre paradoxe aussi, c'est que s'il n'existe pas, il n'existe pas, je peux pas regretter le fait qu'il n'existe pas. C'est cette question manque de précision en fait. Et donc du coup, il y en a d'autres qui viendront remplacer, j'aurai quand même des lectures préférées donc c'est pas grave. Et sinon, c'est quoi l'autre possibilité? Ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans. Voilà, 3 ans. Ne pas avoir, C'est long, 3 ans. Après, ne pas avoir de coup de cœur, c'est pas grave, on peut faire des très bonnes lectures. Mais c'est quand même un peu dommage, donc je vais choisir le premier, je pense, pour toutes les raisons que j'ai dit avant. Donc tu choisis votre livre préféré n'existe pas. Ouais, mon livre préféré n'existe pas. Pour moi, c'est assez simple parce que c'est ce que disait Mélo en premier. En fait, je n'ai pas un livre préféré. Pour moi, c'est vraiment une question impossible. D'ailleurs, quel est votre livre préféré? Je n'en ai pas. Ça dépend. Qu'est-ce que la personne en face s'attend à entendre? Je suis capable de conseiller plein de très belles lectures dans plein de genres différents parce que on va dire que dans chacun des genres, j'ai une lecture qui m'aura marqué et qui pour moi est un incontournable. Donc, un livre préféré, c'est impossible. Donc, je vais choisir votre livre préféré n'existe pas. Ouais. Et puis, prendre des coups de cœur toutes les semaines. Si oui. Conseiller un livre ou se faire conseiller un livre? Oh, dur! Surtout qu'on a... on a une chaîne de conseils de livres. Ouais, c'est ça. C'est ce que je préfère, c'est ça? Oui, ouais. Est-ce que je préfère conseiller des livres ou est-ce que je préfère me faire conseiller des livres? Ouais. Ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Franchement, je pense que je préfère me faire conseiller des livres. Parce que conseiller un livre, c'est toujours très difficile. Et j'ai toujours cette peur, cette angoisse de pas bien conseiller. En fait, de dire là, c'est un peu facile, on ne sait pas qui vous êtes. Alors vous venez en commentaire et c'est génial, et continuez s'il vous plaît, on en a besoin, mais... on conseille globalement, on conseille pas à une personne. On conseille par rapport à notre expérience de lecture. Mais quand on est face à quelqu'un qui nous demande qu'est-ce que tu me conseilles, je sais pas, qu'est-ce que tu veux lire, qu'est-ce que tu aimes lire, qu'est-ce que tu as déjà lu, et c'est toujours... c'est prendre ce risque en fait de conseiller quelque chose qui conviendra pas parce que il y a une rencontre, il y a quelque chose qui doit se produire et donc la personne va se dire elle a des goûts de merde, je ne demanderai plus jamais son avis. Et du coup associé à ça il y a la peur du jugement qui est une peur contre laquelle je suis pas la seule à y faire face et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y font face et c'est né quand en 3ème j'ai dû présenter une breaking news de la semaine dans le cadre culturel et j'avais le choix entre la sortie de Titeuf ou la dédicace de Guillaume Musso. J'ai choisi en lectrice la dédicace de Guillaume Musso et devant une classe de 30 élèves je me suis fait clasher par un prof et en fait ça a toujours été pour moi, j'ai encore du mal, vous voyez, j'en parle mais franchement c'est difficile. Donc voilà, me faire conseiller c'est plus facile, quitte à ne pas aimer derrière, c'est pas grave. Moi, il y a un truc un peu bizarre, c'est que j'aime pas forcément qu'on me conseille un livre. Parce que des fois, ça dépend de qui, tu vois. Si c'est vraiment quelqu'un que je sais qui connaît mes goûts littéraires, je me dis bon, à la limite, je peux faire confiance. Mais de base, j'ai tendance à pas faire confiance à l'avis de la personne en face et dire mais t'es qui toi pour me conseiller un livre? Enfin, ça dépend. Enfin voilà, si c'est des gens dans un cadre littéraire, voilà, ou si c'est de vous en général, de vous qui discutez beaucoup avec nous, ça va. Mais d'une personne qui me connaît mais pas trop. Et en général, quand on me conseille un livre, ça me donne pas forcément envie de le lire. Ça dépend comment on me le conseille, mais ça me donne pas forcément envie de le lire. Et je vais avoir aussi cette peur de si je le lis et que je l'ai pas aimé, qu'est-ce que je vais dire à la personne quoi. Et en plus, j'ai quand même cette tendance à aimer choisir moi-même mes lectures et à appliquer un peu. Et de toute façon, j'ai déjà tellement d'envie que bon, ça rajoutera une envie en plus. Voilà, après, j'aime pas particulièrement... Pareil que toi, je n'aime pas forcément conseiller à une personne en particulier qui me demande qu'est-ce que tu me conseilles de lire. C'est un peu difficile quand même à répondre, surtout qu'on ne sait pas son historique de lecture. Donc, là pour le coup, c'est un choix quasi impossible pour moi. Même si en soi, vu qu'on parle de livres, on devrait choisir conseiller un livre.
Je vois les Je pense idées que qui je vais se choisir conseiller un livre parce que j'apprécie pas forcément qu'on... En tout cas, si ce n'est pas sollicité, j'apprécie pas forcément qu'on vienne me conseiller un livre. Moi j'ai déjà joué le jeu, alors, en plus assez récemment j'ai un collègue qui m'a dit ah j'ai lu un super livre et tout, il m'a vraiment marqué, il m'a changé ma vie d'adulte et je me suis laissée tenter. Voilà, et c'est comme ça que j'ai lu un livre de Valérie Tumunkon, je crois, et je suis très contente de l'avoir. Mais en fait, ce qui fait varier ma réponse aussi, c'est que souvent, j'ai pas les mêmes goûts que les gens en face. Oui. Et je connais assez peu de gens qui ont les mêmes goûts que moi, ou des goûts assez compatibles. Donc du coup, ça fait que les conseils que je reçois, bah, ils sont pas forcément valables. Là, dans ce cas-là, en plus, c'était une autrice dont j'avais déjà entendu parler et que, voilà, je m'étais dit, why not? Donc, il y a ça aussi, c'est quand on est dans la sphère... c'est un grand mot, la sphère littéraire, mais quand on se tient un peu au courant des sorties ou qu'on sait ce qui se passe, finalement, on a peut-être déjà une idée sur, en tout cas dans les nouvelles sorties, voilà, en se disant bah ça me tente, ça me tente pas, ça me tente, ça me tente pas. Et du coup, quand le conseil arrive, c'est pas un truc tout neuf en mode ah bah tiens, t'as jamais lu ça, il faut absolument que tu lises. Ça arrive, mais bon. Comme on l'a dit, si on est ici, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec qui on parle de livres. Oula. Hunger Games ou Le Labyrinthe? C'est un peu chelou cette question qui parle d'un livre en particulier alors qu'avant on a des questions limite philosophiques. Hunger Games, parce que Le Labyrinthe c'était agréable, mais aucun des deux n'était un coup de cœur je pense, parce que peut-être un peu trop adulte pour lire ce genre de roman, même si j'ai adoré Hunger Games, hein. Ça se lit vraiment super bien, très addictif. Le Labyrinthe j'ai apprécié aussi, mais ça s'est un peu essoufflé sur les tomes suivants et... Ouais, j'ai pas autant accroché au personnage que... Même si j'ai quand même accroché, hein. Puis je les ai lus, j'ai vu les films et tout, mais je sais pas, il me manquait un truc. Voilà. Et Hunger Games, c'est poignant quoi. Et les films sont mieux quand même. Même si les deux films sont bien, enfin j'aime bien les acteurs, j'ai des acquaintances avec certains acteurs dans chacun des deux films, mais visuellement, Hunger Games, les costumes et tout, c'est quand même vraiment très cool, des effets... Réponse facile pour moi, je n'ai pas lu Le Labyrinthe, j'ai juste vu le premier film que j'ai pas du tout aimé. Donc comme ça, c'est vite réglé. Hunger Games définitivement, et contrairement à Mélo, Hunger Games ça a été un très très gros coup de cœur au moment où je l'ai lu. Je dis ça, alors je l'ai relu même plusieurs fois, donc c'est dire que je l'ai apprécié. Et au moment où je l'ai découvert, au moment où j'ai enchaîné la trilogie, j'ai adoré. Ouais. Mais je crois qu'à l'époque où je l'ai lu, je raisonnais pas tellement en termes de coup de cœur, ou pas, c'était des très bonnes lectures ou juste des lectures nazes qui me faisaient aucun effet quoi. Là, voilà, Hunger Games, pourquoi un coup de cœur? Parce que c'est un livre qui a forgé mon adolescence de lectrice, qui m'a mis un pied dans la dystopie. Hein, oui, aussi. c'est vrai, c'était le premier qui sortait dans... Enfin, c'était le plus connu à cette époque-là, dans ce genre-là. C'était... Voilà, c'est toute une construction, c'était un des premiers. Et on l'a découvert aussi au moment de sa sortie aussi. On l'a pas lu parce que tout le monde nous le conseillait ou parce qu'il y avait un film. C'est ça. Et puis c'était aussi le début du young adulte en tant que tel. Hein, et donc on n'était pas encore lassé de ce genre. De ce schéma répétitif, du triangle amoureux, voilà. Donc non, définitivement Hunger Games qui a une place dans ma croissance de lectrice. Construction de lectrice. Ensuite, corner une page de son livre ou casser le dos. Corner une page. Je l'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà été tentée de le faire et je l'ai peut-être déjà fait une ou deux fois, ça dépend le livre. Je préfère mettre des post-it en fait. Alors en fait la distinction, je dirais que casser le dos généralement c'est pas volontaire. Enfin en tout cas moi j'arrive jamais, je prends le livre, je vois des gens qui font ça et moi ça me fait mal au cœur. Quand je casse le dos c'est un truc en mode non, je le retourne et je sens la cassure, je me dis non. Et de toute façon en fait quand tu l'ouvres et quand tu le lis tu dis bon voilà j'essaie de pas casser et tu sens que ça va le faire quand même et tu peux rien faire. T'es navré mais tu peux rien faire. Alors que corner une page c'est quand même un acte volontaire. Oui je saurais pas trop quoi choisir parce que en soi corner tu peux vaguement le défaire même si la marque restera toujours et qu'il y aura quand même si tu le poses vraiment comme ça il y aura quand même un petit renflement. Ça dépend combien de pages tu cornes. Voilà, tu cornes, c'est pas grave, ça se voit pas dans la bibliothèque alors que ça se voit dans la bibliothèque. Après je commence à devenir un petit peu moins psychorigide avec tout ça. Donc bon, on grandit. À la limite corner une page d'un roman genre de développement personnel. Comme ça je mets voilà bon pourquoi pas. Casser le dos, ça veut dire qu'on l'a beaucoup aimé aussi, le roman, quand c'est un gros pavé et tout. Ça c'est vrai. Ou ça veut dire qu'il a été mal conçu aussi. Parce qu'en fait, si c'était de meilleure qualité, on n'aurait jamais besoin de casser le truc. Mais maintenant qu'on est adulte, on casse moins. Enfin, je sais que quand j'étais petite, genre Elana, il est cassé quoi. Alors qu'adulte, des romans de la même taille, je les ai jamais cassés. Alors, Elana, je l'ai tellement relu que je pense que c'est plus lié à ça aussi. Ouais, donc du coup, je ne sais pas. Une page. Ouais, c'est moins moche.
Mais bon, c'est pas trop grave non plus de casser le twist. Un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an. Ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Je ne supporte pas d'attendre. Et surtout que même si le livre est génial et qu'il y a un cliffhanger qu'il faut attendre un an, je sais que quand je vais retomber sur le deuxième livre, je vais pas retrouver ce qui m'avait marqué parce que j'aurais oublié une partie. Même si ça, encore une fois, ça dépendra de certains livres, mais j'aurais quand même oublié et ça sera vraiment dommage. Attendre 6 mois, c'est déjà limite, c'est bien. Enfin voilà, il faut pas plus de 6 mois, un an c'est trop. Et une fin ouverte, parfois c'est rageant, mais parfois c'est très très bien fait. Et ça aurait été une fin plus banale, ça n'aurait pas convenu. Donc je préfère clairement une fin ouverte. Voilà. Et je suis plutôt du genre à enchaîner ou quasiment enchaîner les sagas. Donc voilà. Je ne sais pas, je pleure. Ah, c'est dur parce que j'ai tellement d'exemples de très bonnes fins ouvertes, mais aussi de très mauvaises. Oui, voilà. Et c'est pareil, j'ai des exemples de tome 1 où on attend la suite et attendre un an, ça m'a pas dérangé, voire même attendre 2 ans. En certains cas, je pense à La Passe Miroir, je pense à Lady Hélène, ce genre de... Ah, mais ça aurait été tellement mieux si on n'avait pas attendu. Et ben, je suis pas sûre, parce que l'attente, ça génère aussi quelque chose. Ça... Ouais, dans mais les deux sens, 3 mois dans d'attente, les c'est deux bien sens. quoi. 6 mois d'attente aussi. Mais Ouais, enfin, en même temps, ans, si tu lis une saga et que tu dois mettre 25 balles tous les 3 mois, ah ça oui, fait c'est cher sûr. quand même, hein. Faut pas oublier ça non plus. Hein. Non, mais je pense que je préfère le cliffhanger à condition que le second tome soit aussi bon. Quoi. Et qu'on soit sûr qu'ils sortent parce qu'on a aussi des tomes qu'on attend Qui ne toujours sortent pas. en fait. Ouais, Voilà. L'âme vive. La Bible, Ariel le Holmes, trône de fer aussi, qui nous sort plein d'autres trucs entre temps, mais bon, on va pas s'énerver. Reste au calme. Un roman adapté en film ou série ou un roman non adapté? Le choix est plutôt simple, je dirais, un roman non adapté, parce qu'il y a eu tellement de très mauvais... Non mais c'est vrai, des adaptations qui ont complètement ruiné le roman, la série, juste l'esprit de la saga. En fait, à chaque fois que j'adore un roman, j'ai toujours ce petit pincement de regret en me disant « Ah bah, il sera peut-être jamais adapté ». Et en même temps, c'est aussi la certitude de me dire que je vais garder pour moi l'imaginaire que j'ai créé autour, les images que j'en ai, les personnages tels que je les ai vus. Je pense que je préfère un livre génial jamais adapté. Et moi c'est l'inverse, parce que même s'il y a des adaptations pourries de chez pourries, bah, quand c'est le cas, je suis là en mode ah bah tant pis, vous pauvres spectateurs qui n'avez pas voulu lire le livre, bah, vous loupez plein de choses et tant pis pour vous, fallait le lire et vous savez pas ce que vous loupez. Après, un livre non adapté, bah, c'est pas grave parce qu'il y a des lectures, des fois je me dis ah ceux-là elles seraient terribles en adaptation, mais il y en a d'autres, bon, c'est pas grave, elles sont pas faites pour être adaptées et voilà, il faudrait énormément les transformer. Je pense aussi qu'il faut que nous on accepte le fait que pour être adapté il faut vraiment transformer une histoire. Parce qu'on ne peut pas... Ouais, mais il y a transformé. Il y a de très belles par contre, ouais, il y a des romans où j'avais vraiment très envie de les voir mise en image, même si c'est pas forcément la même représentation que moi j'avais dans ma tête. Et des romans, j'avais vraiment envie de voir comment ils pouvaient être représentés. Des univers et tout. Donc du coup, je préfère clairement un roman qui serait adapté. Voilà, genre je pense notamment à Twilight, j'avais très envie de voir comment ils allaient représenter à l'époque. Oui. Mais en l'occurrence, Quand c'est un j'étais peu ado. raté quoi. Ah, moi ça m'a plu quand même. J'ai Alors, apprécié moi, de voir... le premier j'avais bien aimé, mais le reste, tu vois, je préfère toujours revenir au roman. C'est Eragon qui a complètement été raté, Oui. mais Eragon, si on sépare les deux, j'aime le film tout seul. Ah, moi j'ai pas aimé. Mais J'ai trouvé les acteurs pas beaux, j'ai trouvé les effets spéciaux pas beaux, enfin voilà, j'ai pas accroché. La Boussole d'Or, c'était un ratage complet. j'ai beaucoup aimé aussi. Le film Ouais. Bah, séparé du livre. Séparé du C'est livre. vrai, ok. Mais, Parce que lui, par contre, quand les tu vois la acteurs, série, par contre, la série, j'ai pas aimé. t'as pas aimé, ouais, Non. mais au moins tu gardes le concept, tu vois. C'est ça, moi, qui m'embête, c'est vraiment. On perd l'âme du livre des fois. C'est ça. C'est dommage. Mais bon, du coup, on a une Ah petite oui, supériorité il y en par a, rapport à enfin, ceux qui l'ont juste vu. Ouais, quoi. mais moi, j'ai trop peur, en fait, de. Ouais, Que du coup, ce que la plupart des gens en retiennent, c'est ce qui était dans le film ou dans la série plutôt que. Voilà. Autant il y a des adaptations, franchement, Le Seigneur des Anneaux, c'est une réussite. Harry Potter, ils sont presque tous bien faits. Il y en a des très bons, je dis pas, mais j'ai trop peur. Par exemple, je suis tombée là sur très récemment, j'y repense parce que je suis tombée dessus, Tara Duncan. Moi, Tara Duncan, quand je l'ai lu en tant qu'ado, j'ai kiffé. Hein, les 5 premiers. Après, ça commence à dégénérer, et puis j'ai pas lu la fin de toute façon. Mais j'ai kiffé. Et je voulais le voir adapté. Et il y avait eu une histoire comme quoi il serait adapté en film. Et ils allaient faire un casting et tout. Et moi j'étais en mode ah, trop bien, j'ai trop envie de voir tel personnage qui doit ressembler à... Et en fait, ils en ont fait un dessin animé. Et j'ai vu le premier épisode, c'était sur Gulli. Le replay Gulli.
Et en 20 minutes, ils ont retracé, genre, je sais pas moi, les 200 premières pages, enfin un gros tiers du tome 1. Ouais, en 20 minutes, et ça saute tellement de trucs, et je me dis, mais moi je comprends ce qui se passe parce que je l'ai lu, et je l'ai lu il y a longtemps, mais je comprends parce que j'ai le fil directeur, mais je tombe là-dessus sans savoir, j'aurais rien compris. Hein. Allez voir, franchement, ça dure 15-20 minutes, c'est sur Gulli, c'est gratuit, franchement, allez vous faire votre avis, mais ça vaut le coup, hein, c'est priceless. Un livre génial avec une couverture moche, ou un livre passable avec une couverture géniale. Alors moi j'ai ce problème assez superficiel de l'achat par couverture. Ouais. C'est un problème, c'est un vrai problème parce que du coup effectivement parfois ça m'arrive de mettre beaucoup d'argent dans des très beaux objets livres que par la suite je déteste. Donc c'est vrai que quand j'ai un doute sur le contenu, ce que je préfère faire c'est essayer de me débrouiller pour le lire en pas papier ou l'emprunter ou quoi. Et s'il me plaît je l'achète. Donc je dirais un livre moche mais génial. Je choisis pareil, hein. Mais c'est sûr que du coup je ne sais pas comment je serai amenée à lire ce livre. Voilà, comment on le lit en fait. Ou sinon il faut... Après je pense au cœur des femmes par exemple, la couverture elle est pas belle. Il y a plusieurs couvertures, il y a une couverture de 100% neutre que je trouve pas très belle parce qu'on pourrait faire du neutre, du uni et quand même avoir quelque chose de beau. Genre tu sais la blanche avec les bandeaux bleus. J'aime pas trop. Et ouais, les autres couvertures qui sont faites avec des bouts de corps de femmes, je trouve pas ça très très beau non plus. Non. Et pourtant je l'ai lu et c'est un livre génial. Et j'ai été amenée à le lire quand même. Parce que je... C'est pas un livre... Mais c'est l'auteur, tu l'as lu pour l'auteur. C'est pas un livre... C'était pas une sortie récente. Oui, je l'ai lu parce qu'il était conseillé. Je porte toi par d'autres quoi. Et si c'est une sortie récente et que je me balade en librairie et que je le vois et que du coup je l'achète pas à cause de ça, bon bah là c'est sûr il risque de passer un peu à la trappe. Et je le lirai dans quelques années quand il va remonter quelque part à un moment donné. Moi j'ai par contre une belle couverture. Une belle couverture avec un livre passable, j'ai juste envie de le brûler le livre. Et puis de toute façon il peut nous attirer pour son résumé aussi. Parce que il peut être tellement moche qu'on a envie de voir de quoi ça parle aussi. Donc à la limite, aller complètement dans le très très moche, on retourne, on lit le résumé et on se dit pourquoi pas. Non, parce que alors c'est super dangereux hein, parce que on va, enfin il y a les vieilles couvertures parce que les très vieilles couvertures, franchement il y a des trucs. Oh, ouais, c'est moche. Après, ça dépend ce qu'on appelle moche. Si moche c'est genre une photo d'un personnage en mode comme les livres un peu de romance et tout ça. Enfin il y a des, voilà, il y a des graphismes. Enfin je pense à des vieux romans de science-fiction tout pourris. Alors que le contenu est probablement très bon hein, donc il y a ça aussi, c'est qu'en fait en fonction des éditions ah si c'est à ça que je pensais quand tu m'as parlé du cœur des femmes, c'est un peu comme est-ce que, enfin la question qu'on peut se poser hein, est-ce qu'on lit un manga et une BD pour son histoire ou est-ce qu'on le lit pour ses dessins? Est-ce que si les dessins nous plaisent pas mais que l'histoire nous plaît, on va quand même lire la BD? C'est difficile. Il me faut les deux. Ouais, il me faut les deux. Si l'un n'est pas rempli, ça marchera pas. Mais moi ça dépend toujours du contenu, tu vois. Par exemple le cœur des femmes en soi, j'étais pas archi dingue moi des dessins, de l'adaptation de BD. Oui. Enfin c'est pas un style qui me plaît particulièrement, même si je le trouve propre et soigné, très coloré. Oui, c'est vrai. C'est pas quelque chose moi qui me séduit comme ça, c'est à première vue. Mais je l'ai pris parce que je savais ce que ça allait raconter et à quel point ça. Mais en même temps on trouvait pas les dessins moches repoussants non plus. Que dans un manga, moi si les dessins je les trouve off et que l'histoire, j'irai pas jusqu'à découvrir l'histoire. Alors bon, que là pareil, il y a d'autres BD que les Dames de Kimoto, les dessins c'est pas non plus trop mon style, mais je l'ai pris pour le contexte. Alors que par exemple, tu vois, je pense à One Piece, jamais je lirais One Piece, alors qu'on me vante One Piece, on me dira l'histoire est trop bien, bah oui, mais les dessins sont trop moches en fait, enfin, moi je peux pas. Oh là là. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Me faire spoiler un livre pour la même réflexion qu'avec le cliffhanger. Et puis à la limite, ça dépend du spoil aussi. Et au pire, j'attends 2 ans, puis j'aurai tout oublié et du coup je pourrais me relancer. Enfin, ça dépend encore du quel genre du spoil que c'est, parce que le souvenir pourrait être ravivé au moment où je recommencerai le livre, mais c'est pas trop grave un spoil. Enfin, ça va, c'est pas. Puis un bon roman, normalement, s'il est spoilé, il se lit quand même en fait. Un très très bon roman. Donc, et pareil pour un film. Parce qu'en fait, au final, pour les adaptations, on sait à l'avance ce qui va se passer, donc on est spoilé et c'est pas grave si l'adaptation est bonne. Donc c'est pareil pour les romans. Bien sûr. Et ce que j'allais dire, c'est que si un livre n'a de valeur que par cet élément-là qui peut pas être spoilé, c'est que finalement le reste vaut pas trop le coup en fait. C'est comme à chaque fois je pense à Game of Thrones parce que c'était le truc qu'on voulait pas se faire spoiler, parce que c'est vrai qu'il y a certains retournements de situation et certaines surprises. On aime les découvrir par soi-même, mais je me dis, est-ce que ça veut pas dire aussi qu'on aime ça juste
pour les spoils en fait. Bah, et pas pour les livres images, en mode pour les personnages. ragot, quoi. Voilà, c'est ça. Tout mettre la valeur juste sur les effets de surprise. Donc, même réponse que Mélo, je préfère qu'on me fasse spoiler. Parce que ne jamais avoir la suite, bah il y a des livres où pour l'instant je pense qu'on n'aura jamais la suite, Ouais. c'est dramatique. Voilà. Et ça m'énerve et ça me donne envie Ouais. de ne plus jamais rien lire de l'auteur. Ouais, un peu pareil en fait. Ça, parce que, mine de rien, quand Ça on... brise la confiance. Et ouais, c'est ça, il y a une forme de contrat qui se crée entre Ouais. l'auteur et ses lecteurs. Alors, je veux mettre la pression Mais- à aucun auteur. Hein. Mais Même s'ils devraient pas au final, parce que Oui. c'est des êtres humains et bon, bah Bien s'ils sûr. n'ont pas envie de poursuivre, ils n'ont pas envie quoi. ils vont ont pas se envie, forcer. et puis voilà. Mais alors, dans ce cas-là, on n'annonce pas une saga. Enfin, je sais pas, tu vois. Je veux dire, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose qu'on aime, on fait confiance en se disant, voilà, ça va être bien. Et en plus, on aime et. Ou sinon on ne publie pas tant qu'on n'a pas fini la série. Mais bon, Oui, ça ça, va pas c'est- dans le sens de notre société commerciale, Consumérisme, voilà, mais, capitaliste. Mais voilà. Ensuite, question 9, il y en a encore beaucoup. Hein. Enfin, on est à la moitié quoi. Enfin, un peu moins, on a un peu dépassé la moitié. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Franchement, sans même parler de 2 mois, juste enchaîner 2 livres nuls, c'est très dur. Ouais. Bah, Sachant- ça déprime. On part du principe que sur un mois, je lis à peu près 4-5 livres. Ça fait quand même 10 livres nuls à enchaîner, les gars. Mais je En me plus, tire tu une les balle. as achetés tous Ah. et pas d'occasion, bah alors là. En plus, mon portefeuille me fait la gueule. Donc non, je préfère ne jamais pouvoir partager, même si c'est très 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 difficile. Bah, ça dépend. Si le très bon livre c'était Le sang de la cité, ça serait un peu rageant de pas pouvoir le partager. Mais après, moi, il y a des lectures, j'ai juste pas envie d'en parler. J'ai envie de les garder pour moi, et même si c'est des très très bonnes lectures. Donc, je crois que je préfère encore cette option parce que clairement, 2 mois c'est court et c'est long en même temps. Voilà. Après, il y a déjà eu des 2 mois où j'ai pas eu de coup de cœur, donc bon, mais voilà. Ouais, mais tu peux avoir des, Il y a tu peux coup de avoir cœur des et lectures livres passables nuls, quoi. et livres nuls, tu vois. Question 10. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre, ou pouvoir lire ce prochain livre un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Alors c'est compliqué parce qu'en soi, rencontrer l'auteur pour qu'il me parle de son prochain livre, j'en ai rien à faire qu'il me parle de son prochain livre. Je préfère qu'il me parle d'autre chose, de comment il écrit, de juste qui il est ou quoi que ce soit. Parce que son prochain livre qui n'est pas sorti, j'ai pas besoin qu'on me fasse une pub et qu'on me le vende avant. Ça, au contraire, ça ne donnera pas forcément envie de le lire. C'est un peu sur la même réflexion de est-ce que j'ai envie qu'on me conseille des livres. Si je lui ai rien demandé, bah, j'ai pas envie qu'il me parle de son prochain livre. Mais le lire en avance, c'est très très chouette. Après, s'il y a de l'attente pour lire le suivant, donc du coup ça fait qu'on attend 2 ans parce que cette fois on n'a pas ce dilemme de ça ou ça et tu l'as en avance, c'est un peu chaud. Et ne pas rencontrer l'auteur, du coup c'est un peu dommage. Après ça dépend des auteurs, j'ai juste pas envie de les rencontrer quoi. Enfin, j'oublierais de l'avoir, enfin j'oublierais notre discussion et puis voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Tu choisis quoi toi? Rencontrer l'auteur, parce qu'en l'occurrence j'ai déjà fait, j'ai été à la rencontre de Baptiste Beaulieu et il m'a parlé, mon dieu, Baptiste Beaulieu m'a parlé. Non, j'ai fait dédicacer sur le dernier roman donc, que j'ai adoré et je lui ai demandé ce qu'il avait comme projet. Il m'a dit qu'il était en train d'écrire un livre et mine de rien il m'a parlé un peu de ce que ça allait être, de ce qu'il avait prévu, de comment il le construisait très, très rapidement parce que ça dure, enfin c'est rapide hein. On a échangé voilà, sur le truc qu'il était en train de lire en ce moment et c'est tellement enrichissant. Voilà, et en fait je suis ressortie un peu avec cette... comme ce que tu disais par rapport au fait d'avoir lu le livre avant de voir l'adaptation, par rapport à tous ces gens qui auront juste l'adaptation, bah moi j'ai l'info avant tout le monde. Voilà, j'ai cette petite info que je chéris au fond de moi et je me dis ouais j'ai hâte que ce livre sorte et je vais l'attendre parce que je sais la qualité qu'il aura en fait. Voilà, donc, Je vais choisir cette option 1 aussi, mais c'est juste pour la rencontre, c'est pas pour le parti parler du prochain livre parce que voilà, j'aime pas attendre. Je crois qu'il y a d'autres questions sur la rencontre alors calme-toi. C'est la suivante d'ailleurs. Faire une photo avec un auteur ou faire dédicacer un livre par cet auteur? Facile, faire dédicacer un livre. Alors déjà, moi j'ai un point à dire sur les dédicaces. Je ne comprends pas ces gens qui sont archi heureux d'avoir une dédicace qui n'est pas personnalisée. Juste parce que le gars il est arrivé, il a signé un peu comme un et de joueur faire de foot. dédicacer leur site home quoi. Ouais voilà, un peu Ouais. comme un joueur de foot qui fait signer sa casquette, enfin qui signe sa casquette avant de la lancer dans la foule quoi. Pour moi c'est pareil. Et puis se ramener avec, on l'a vécu pour Christelle Dabos. Moi j'étais venue avec juste mon tome 1 parce que bah voilà c'est celui qui t'introduit la saga, tout ça, puis ça te permet de rencontrer l'auteur. Oui, le but c'est la important, rencontre en soi. d'échanger quelques mots, de saisir la personne, de saisir quelque chose de l'instant en fait. Une photo par exemple, à tout hasard. Mais
pour moi ça a tellement plus de valeur cet échange là que juste une photo, parce que parfois des photos avec des gens cons. Et puis quoi. Si t'arrives pas à créer un lien avec l'auteur, la photo elle ressemble elle a à aucune rien, valeur en valeur. fait. Et déjà on n'oserait pas trop demander des. On a déjà osé quelques fois. Ça dépend des auteurs. Il y en a qui sont plus accessibles que d'autres et il faut oser demander. Ouais. Et puis la dédicace ça reste plus quoi, ça reste dans ton livre. Alors après ton livre tu peux plus le revendre du coup si finalement j'ai déjà vendu un livre dédicacé et ça va, ça passe. Ça dépend. Ouais, voilà, mais je choisis la dédicace. Tu te rappelles, on avait fait la dédicace de Musso. En fait, nous on y avait été pour la dédicace et moi j'avais parlé vite fait avec lui, pareil. Moi j'ai pas parlé du tout parce que je savais même plus quoi lui dire. Et puis en même temps, on avait attendu longtemps. Il était très un peu pas distant mais parce qu'il était quand même sympathique, mais il était pas ouvert comme d'autres auteurs le sont. Ouais, peut-être un peu moins. Il avait pas le temps quoi. Mais en même temps, il y avait toute la file qui a attendu 3 heures. Nous on avait attendu 3 heures, donc et puis il y en avait encore 2-3 heures derrière. Mais c'est marrant parce qu'on a fait dédicacer et en fait avant de partir quelqu'un nous a dit en fait on donnait notre téléphone d'abord pour prendre la photo et après on partait, donc là de toute façon on n'avait pas le choix. Enfin après on l'a toujours la photo et elle est ok mais elle est pas ouf, c'est juste une photo. Je me souvenais même pas qu'on avait la photo et j'y reviens pas, donc moi je préfère quand j'ouvre un livre que j'ai aimé revoir la dédicace. Et puis repenser aux mots qu'on s'est échangés. Voilà. Simple. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après, plus jamais de la vie, ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Encore une fois, c'est une question extrêmement facile pour moi. Je déteste attendre et je ne suis pas du genre à faire des relectures, sauf exception, ou une relecture en version BD par exemple. Et donc du coup, c'est pas un drame pour moi de ne pas y avoir accès, puisque j'y ai accès dans ma mémoire et j'ai pas besoin de relire exactement. Donc du coup, c'est cette option-là. Je préfère lire tout d'une traite et ne plus avoir accès plutôt qu'attendre 2 ans, quoi. J'ai déjà attendu 2 ans à plusieurs reprises. Oui, donc, je pense à La Passe Miroir, je pense à Elana. Quand on n'a pas le choix. Et honnêtement, moi qui suis une grosse relectrice, genre vraiment, là je vous ai dit, je suis en train de relire plein de sagas en même temps en plus, j'adore. Donc non, moi définitivement, je préfère attendre 2 ans et pouvoir les relire, piocher des passages, les rouvrir, parce que là t'as plus jamais accès. Et aussi, il faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire. Voilà. Ça change aussi un peu. J'ai une meilleure mémoire, même si au final j'oublie quand même tout quand je dois lire un tome 2 1 an après ou 2 ans après. Alors, un livre triste ou un livre qui fait peur? Facile, un livre triste. Voilà. Déjà parce que j'ai lu assez peu de livres qui m'ont fait peur. Alors, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais je lis très peu de thrillers, je lis très peu de policiers. On lit assez peu pour se faire peur, on lit pour ressentir des choses. Et après, la peur peut faire partie des choses qu'on peut ressentir. Mais on aime, il y a des gens qui aiment avoir peur, moi pas trop. Moi, ça me dérange pas, mais je recherche pas ça. Et en fait, j'ai jamais eu de livres qui m'ont réellement fait peur. Oui, voilà, c'est ça. Faut y aller quand même pour faire peur. Moi je peux comprendre, franchement parfois tu lis des trucs après des trucs horrifiques, tu regardes en dessous de ton lit quoi. C'est la nuit, voilà c'est ça, mais c'est une peur qui disparaît dans le temps quoi, c'est pas 2 jours et puis après c'est fini. Alors que le livre triste finalement ça nous... ça te marque plus quoi. Puis il y a une forme de catharsis, tu pleures mais au moins tu sais pourquoi. Putain mais c'est pas mal. Je pense que je vais choisir ça aussi parce qu'un livre qui fait peur... Je suis pas très film d'horreur même si j'ai bien aimé une époque. J'en ai lu quelques-uns mais... Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? Alors, il y a 2 choses que je supporte pas, une chose dans l'un, une chose dans l'autre. C'est qu'à la fin du roman, je suis là en mode mais pourquoi me faire un épilogue? Tu me le racontes dans un dernier chapitre. Et voilà, si t'as quelque chose d'autre à dire, tu me le dis là à ce moment-là. Et du coup, l'épilogue, juste ça va me frustrer. Ou je vais arriver à la fin du dernier chapitre et je vais avoir ma fin. Et puis là, on en rajoute un petit peu. Alors que pour moi, je pensais que c'était fini. Ou des fois ça va ouvrir une autre porte que j'avais pas forcément envie qu'on ouvre. Et par contre le prologue, des fois ça n'a rien à voir avec la suite du roman, on n'y revient pas, ou on lit le prologue, on comprend rien parce que forcément ça introduit un univers qu'on n'a pas, et on l'oublie quand on nous donne des clés pour le comprendre. Donc je sais pas trop, je dirais prologue quand même. Même si il y a des très bons romans, les épilogues, ok, t'es content de retrouver un petit peu ou d'avoir une fin accélérée parce que c'était plutôt ouvert et ça te répond à d'autres trucs. Mais je pense que pour moi, un roman peut se passer des 2 en fait. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu aurais fait d'un Harry Potter 7 sans l'épilogue? Il y avait un épilogue, ça fait trop longtemps, je m'en souviens. Oui, il y a un épilogue qui s'appelle 19 ans après. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais de Harry Potter sans chapitre? remise. Et ben moi j'avais besoin de ce 19 ans après quand t'as passé
du coup plus de 7 ans avec un personnage que tu as adoré, avec des personnages que tu as adoré, dans une aventure que tu as adoré, et que tu es là dans le 7ème tome et que tu sais que ça va être la fin. Après c'est vrai que c'était chouette dans ce cas-là parce que c'est un truc qu'on a suivi très très longtemps, on les a vus grandir. Mais genre le goût du bonheur, il y a un épilogue ou pas? On les a tous vus grandir et il n'y a pas besoin d'épilogue. Il y avait pas besoin, mais parce qu'en même temps la ça fin se est finit bien, pas, ça se finit oui, pas, aussi. c'est l'histoire de la vie. Ouais. En fait, je dirais que la différence entre le goût du bonheur et Harry Potter, c'est que Harry Après, Potter, c'est tu suis... l'histoire de la vie aussi, parce que 19 ans après, c'est l'histoire de Oui, qu'est-ce mais qu'ils ont non, construit. justement, je pense que la différence, c'est que Harry Potter, sur les 7 tomes, on va suivre Harry Potter et ses amis, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ans. Ok, bien. Donc tu les as vus grandir, mais sur une période de temps restreinte. Le goût du bonheur, Gabriel et Adélaïde, c'est 3 générations. Donc en fait, tu peux pas faire un épilogue pour dire la suivante, tu vois. Alors que là, Harry Potter, tu hop, une génération et tu fais un petit épilogue sur la suivante. Moi, ça m'a mis. Donc non, je crois qu'il y en a pas. Difficile. Un peu comme Mélo, parce que finalement, j'ai rien contre le prologue en règle générale. C'est ok, mais c'est pas. Comme j'ai pas d'attente particulière par rapport au prologue, je dirais un épilogue, à condition qu'il soit bien fait, bien sûr. L'épilogue, ça peut vraiment. Après, le apporter prologue, il peut être vraiment bien fait, et dans ce cas, c'est ok. Alors que l'épilogue, bah, si la fin est bien faite, t'as pas besoin d'épilogue. Ou c'est juste parce que l'auteur a du mal à quitter son univers et qu'il veut en rajouter, ou qu'il veut faire plaisir aux fans et tout. Ouais, je sais pas. Donc, du coup, genre, Le Sang de la Cité, il n'y a pas d'épilogue. Pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura un au 3ème tome. Non. Parce que il est un peu clairement les dernières pages, ça sonne épilogue. Il est un peu tourné comme un épilogue. Mais c'est pas écrit épilogue. Alors, on arrive au bout. Yes. Facile. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Alors, on en a déjà parlé du concept de la panne de lecture. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait genre dysfonctionnement ou c'est pas normal. Alors, bon, si tu lis, si t'as envie, si t'as pas envie, tu lis pas, et puis voilà. Mais personnellement, ne pas acheter de livres, ça me dérange pas parce qu'il y a plein d'autres moyens de lire. En général, les lecteurs ont des pales énormes, c'est pas mon cas, mais 200 livres dans leur palle, donc du coup, en 6 mois, il y a de quoi faire en fait. Et moi personnellement bah, j'ai de quoi emprunter, j'ai des e-books de côté, j'ai d'autres moyens de lire, donc je choisis clairement cette option. Parce qu'une palle de lecture, même si je n'aime pas ce mot, et que j'en ai pas réellement, bah c'est chiant quoi. Enfin, moi je me vois pas ne pas lire, surtout pendant un si grand laps de temps quoi. C'est comme tu prives un gamin de son doudou quoi, enfin, je sentirais mal hein. Comme Mélo, parce que finalement c'est possible de ne pas acheter de livres pendant 6 mois. Ça veut pas dire ne pas lire. Ça veut pas dire ne pas lire en fait. Et puis c'est pas grave, du coup, une fois les 6 mois finis, bah on en achète 20. Oui, on se rattrape. Alors que c'est vrai que ne pas. Parce que pour moi, la panne de lecture, c'est. Enfin, ce qu'on appelle panne de lecture, c'est ne pas être en capacité de lire en fait. C'est-à-dire. Le cerveau il veut pas, les livres qui passent ils sont pas bons, ça suscite pas d'envie, on n'a pas envie d'y retourner. Bah ça c'est vraiment difficile parce que... Alors on a plein d'autres choses à faire, on a plein d'autres activités, ça va hein. Mais c'est juste que c'est devenu un rituel, enfin moi je sais que c'est devenu un rituel la lecture et juste ne pas avoir mes quelques petites pages avant de dormir ou juste pour me poser. Je suis passée genre tu dois faire un trajet et tu sais que tu pourras pas t'occuper en lisant. Bah, ou un audiobook ou une file d'attente ou quoi que ce soit. Je suis passée par une journée en plus assez récemment très difficile, une journée et j'ai eu besoin, ça a été mon refuge en fait, de prendre un livre doudou et de me dire je ne veux plus penser à ce qui s'est passé avant, juste je fais un break pour me calmer. Et ça a marché en fait. Je suis sortie, j'ai lu 20 pages, je suis sortie de là et j'étais en mode tout va bien, c'est pas grave. Donc moi non, je pourrais pas m'en passer. Donc au final c'est pas vraiment un choix, c'est pas un choix impossible. Voilà. Et en fait c'était la dernière je crois. Bah ouais, voilà, donc on est arrivé au bout. Et bah comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire vos réponses à vous, à vous torturer un petit peu l'esprit aussi et à dire, je pense que globalement, on est plus tous, enfin on a un peu cité quand même plusieurs arguments. Voilà, donc si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les citer. C'est très intéressant ce genre de questions. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite très bonne lecture.